Dans cette vidéo, on va démystifier ensemble la notion de closure en Swift. Salut, je m'appelle Quentin et sur cette chaîne, je vous partage un maximum de valeur à travers des tutoriels pour apprendre le développement iOS et réussir à publier votre première application sur l'App Store en quelques semaines. Alors, en programmation Swift, il arrive très souvent qu'on ait besoin de passer du code en tant que valeur. Ça peut paraître un petit peu étrange au premier abord, mais imaginez qu'on veuille par exemple transmettre une fonction comme si c'était une variable, en paramètre d'une autre fonction par exemple. Eh bien c'est exactement à ça que permettent les closures. Une closure, c'est quoi? C'est un bloc autonome de code qu'on peut stocker dans une variable, qu'on peut passer en paramètre ou encore utiliser plus tard. C'est vraiment un bloc de code. Et donc c'est un concept très puissant et souvent impressionnant au début. Donc dans ce chapitre, on va démystifier ensemble les closures en les expliquant simplement et surtout à travers un maximum d'exemples concrets. Alors commençons déjà par définir ce qu'est une closure. Donc comme on l'a dit, une closure c'est un bloc réutilisable de code. En fait c'est exactement comme une fonction, sauf que c'est une fonction qui n'a pas de nom et donc qu'on peut manipuler comme une valeur. Donc une closure, on va prendre un premier exemple qui est celui-ci. Et donc une closure, c'est tout simplement un ensemble de code entre deux accolades. Donc si j'écris par exemple deux accolades et qu'à l'intérieur j'écris print bonjour, ça c'est une closure. Alors c'est une closure dans sa forme, on va dire la plus simple. On va voir la forme complète et du coup les différentes formes potentiellement simplifiées qui en découlent. Mais ça c'est une des formes les plus simplifiées. Et donc, cette closure-là, eh bien, comme c'est une fonction, c'est un bloc de code, je peux, comme on l'a dit, le stocker dans une variable. Donc, je peux écrire let dire bonjour égale. Vous voyez, c'est une syntaxe un petit peu particulière, mais au final, c'est une variable dans laquelle on vient mettre une closure. La closure, c'est ce qu'il y a entre les deux accolades. Et donc, comme cette closure est stockée dans une variable, eh bien je peux appeler cette fonction en écrivant dire bonjour, parenthèse. Et donc on voit que le fait d'appeler cette variable, mais du coup qui est une fonction, donc pour appeler la fonction, pour exécuter la closure qui est à l'intérieur, il faut ajouter les deux accolades. Eh bien c'est exactement comme appeler une fonction qui aurait le même nom. Donc là ici, en regardant juste la ligne 7, on ne peut pas savoir que dire bonjour c'est une closure, on pourrait penser que c'est aussi une fonction, mais en regardant la ligne 3 à 5, c'est bien une closure. Alors, ici on a vu un exemple de closure très simplifié, avec aucun paramètre et aucun type de retour. Parce que on a dit qu'une closure, c'est avant tout un bloc de code, tout comme une fonction qui n'avait pas de nom. Et donc une fonction, qu'elle ait un nom ou pas, peut prendre un ou plusieurs paramètres et retourner potentiellement un type de retour. Alors, une closure dans sa forme la plus complète, c'est celle-ci. C'est les deux accolades. Toujours, c'est le code d'une fonction. Alors, ça peut être une ligne, deux lignes, trois lignes, peu importe. Mais on a aussi potentiellement des paramètres. Et donc, des paramètres entre les accolades avec un nom et un type. Tout comme des paramètres de fonctions classiques. Donc ici, supposons qu'on veuille créer une closure qui va faire l'addition de deux nombres. On peut mettre le paramètre A qui est un entier, le paramètre B qui est un entier aussi. Et pour indiquer qu'on va renvoyer une valeur, eh bien comme pour une fonction, on ajoute la flèche suivie du type de retour. Et pour séparer le corps de la fonction de la déclaration c'est quoi? C'est l'ensemble des paramètres plus le type de retour, eh bien on doit ajouter le mot-clé in. Et donc là, je viens de déclarer une closure dans sa forme la plus complète avec deux paramètres et un type de retour. Je le répète, on peut avoir autant de paramètres qu'on veut. Et donc supposons que cette closure me permette de faire une addition. Donc je vais stocker ça dans une variable et on va l'appeler addition. Et bien ici, je peux retourner A plus B. Logique, je fais l'addition des deux paramètres. Donc ça, c'est une closure dans sa forme la plus complète avec des paramètres et un type de retour. Alors, on peut noter, bon, déjà on peut appeler cette fonction, addition, entre parenthèses, et là je mets les deux valeurs, donc 2 et 4 par exemple. Et le fait de faire ça, ça exécute
la fonction qui est ici, donc ça retourne la somme de 2 et de 4. Alors, petite parenthèse, petit moyen mémotechnique, ou plutôt petite méthode pour retenir la syntaxe d'une closure, on peut tout simplement partir d'une fonction. Une fonction, vous savez déjà créer une fonction. On va créer une fonction addition, alors je vais l'appeler addition 2 pour ne pas interférer avec la ligne 9. Ensuite, je vais ajouter les deux paramètres, donc A qui est un entier, B qui est un entier, et le type de retour. Hop, et donc là, mes deux accolades, return A plus B. Et donc, pour partir d'une fonction et arriver à une closure, il faut effectuer les étapes suivantes. La première étape, ça va être de supprimer le nom de la fonction, parce qu'on a dit qu'une closure, c'est une fonction sans nom. Donc je supprime le nom. Ensuite, l'accolade, je viens la mettre au tout début de la ligne, et voici ma closure, tout simplement. Donc vous voyez qu'on retombe exactement sur ce qu'il y a ici. Donc pour partir d'une fonction et arriver à une closure, on enlève le nom de la fonction, le mot-clé func, et on déplace l'accolade au début de la ligne. Bon, c'est bien beau jusque-là, mais jusqu'à présent, on a l'impression que les closures, c'est exactement comme une fonction, sauf que c'est un peu plus complexe et ça sert pas à grand-chose. On va voir que les closures sont bien plus puissantes et bien plus utiles que ce qu'on a fait dans les deux exemples ici. Les closures, en général, elles servent dans plusieurs cas. Le premier cas, ça sert souvent à passer une action personnalisée en paramètre d'une fonction ou d'une méthode. On peut se dire qu'une fonction ou une méthode va exécuter du code, mais qu'à un moment, elle doit exécuter un autre bloc de code qui est personnalisé et donc passé en paramètre. Ça, c'est le premier cas, on va voir un exemple juste après. Le deuxième cas d'utilisation, c'est pour déclencher un comportement plus tard, comme une animation ou une réponse à une action d'un utilisateur. Et enfin, le troisième cas, souvent, c'est pour filtrer ou transformer des données dans un tableau ou dans un ensemble de données. On va aussi voir un exemple juste après. Alors, prenons un exemple déjà pour comprendre comment est-ce qu'on peut passer une closure en paramètre d'une autre fonction. Imaginons qu'on souhaite animer un bouton dans une interface et afficher un message une fois seulement que l'animation est terminée. Donc, par exemple, on va lancer l'animation et on affiche le message animation terminée. Donc, pour cet exemple, on va créer une fonction animée. Évidemment, là, on ne va pas faire de l'animation réelle, on va simuler une animation avec un petit message. Et donc, cette animation, on va la simuler avec un petit message animation en cours. Donc voilà, si j'appelle ma fonction animée, hop, eh bien j'ai le petit message qui va s'afficher. Donc voilà, animation en cours. Bon, ça, c'est une chose. Maintenant, imaginons que je veuille effectuer une action particulière une fois que l'animation est terminée. Ici, je ne peux pas mettre mon petit message après la fonction animée parce que je ne sais pas combien de temps la fonction animée va durer. Du coup, ce comportement particulier, ce petit message qui va s'afficher à la fin de l'animation, doit être passé en paramètre. Et pour passer une closure en paramètre, on doit ajouter un nouveau paramètre qui s'appelle complétion, qu'on peut appeler comme vous voulez, et qui est de type fonction. Vous voyez, ici je peux mettre un type entier, je peux mettre un type string, mais je peux aussi indiquer que le type de ce paramètre, ce sera une fonction. Et comment est-ce qu'on indique qu'un paramètre est de type fonction? Tout simplement avec la syntaxe parenthèse flèche void. Parenthèse flèche void, ça veut dire qu'on doit passer en paramètre une fonction qui ne prend aucun paramètre et qui ne renvoie rien. Ça, c'est une fonction qui prend en paramètre un entier et qui ne renvoie rien. Ça, c'est une fonction qui prend en paramètre un entier et qui renvoie un string. Ça, c'est une fonction qui prend en paramètre un entier et un booléen et qui renvoie un string, etc., etc. Vous m'avez compris. Donc si j'écris parenthèse vide, flèche void, c'est une fonction qui ne prend aucun paramètre et qui renvoie aucune valeur. Et donc si je fais ça, eh bien cette complétion, je peux l'appeler directement dans ma fonction, puisque c'est une fonction qui est passée en paramètre, donc quand on a une valeur qui est passée en paramètre, on peut l'appeler, on peut l'utiliser dans la fonction. Et là, comme cette valeur est une fonction, je peux appeler
cette fonction. Sauf que maintenant, la fonction animée me demande un paramètre. Tout comme une fonction qui prendrait un entier en paramètre, quand j'appelle cette fonction, je dois fournir un entier en paramètre. Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc je peux ici venir mettre ma complétion. Complétion qui est évidemment une closure, donc avec cette syntaxe-là. Donc j'ajoute les deux accolades. Hop, je vais y arriver. Les deux accolades, c'est une fonction qui ne prend aucun paramètre et qui ne renvoie rien, donc j'ai pas besoin des parenthèses ni du type de retour. Et là, je peux écrire par exemple print animation complétée. Et quand j'écris ça, eh bien ce message-là, qui est donc le message personnalisé, va être appelé à ce moment-là à la ligne 18. Donc là, j'ai oublié le paramètre complétion, le label compression, et j'ai bien passé du coup un paramètre. Donc si on met tout sur la même ligne, là j'ai mis sur plusieurs lignes pour que ce soit plus compréhensible, mais on voit bien que c'est exactement la même fonction, la même syntaxe que dire bonjour, à qui on passerait le paramètre nom, deux points, Quentin par exemple. Donc, nom, deux points, Quentin. Donc là, c'est exactement la même syntaxe, vous voyez, hein, c'est le nom de la fonction, alors ici, pardon, ça s'est remis sur deux lignes, hop, donc c'est le nom de la fonction, le label, et la valeur. Vous voyez, la valeur ici, c'est ma closure entre les deux accolades. C'est exactement la même syntaxe. Donc voici comment on peut passer une fonction en paramètre d'une autre fonction, grâce aux closures. Maintenant, on a dit que les closures peuvent aussi servir souvent à effectuer des traitements sur des tableaux ou des ensembles de collections. On va prendre un exemple. Donc, exemple pour les tableaux. Prenons un exemple avec un tableau numbers qui va être rempli d'un certain nombre de valeurs. Voilà. Et on va vouloir effectuer différentes manipulations sur ce tableau, comme par exemple un mapping. Donc le mapping, c'est quoi? C'est transformer toutes les valeurs avec une certaine action. L'action qui sera passée justement en paramètre, donc ça peut être doubler cette valeur, ça peut être la multiplier par 3, ça peut être la transformer en chaîne de caractères. Voilà, c'est une action qui est effectuée sur chacun des nombres. C'est ce qu'on appelle un mapping. On peut effectuer aussi un filtrage, filtrer tous les nombres qui sont pairs, impairs, qui sont multiples de 3, etc., etc. Ou encore trier nos éléments. On va prendre l'exemple du tri. Donc pour trier mes éléments, je dois appeler la méthode qui s'appelle sorted, qui est ici. Et vous voyez que sorted, alors je vais vous le montrer ici, voilà, sorted qui est ici, permet de prendre en paramètre une closure, une complétion, une fonction qui prend en paramètre deux entiers et qui renvoie un booléen. Ok. D'ailleurs, si j'appuie sur Entrée, on voit ici que je dois fournir une fonction, une closure, qui prend deux entiers en paramètre et qui renvoie un booléen. Ne vous occupez pas du mot-clé throws, c'est parce que cette fonction peut aussi jeter une erreur, mais on ne va pas s'en préoccuper pour l'instant. Donc ici, je dois avoir une closure quelque part qui prend en paramètre deux entiers et qui renvoie un booléen. Cette fonction-là, c'est tout simplement pour indiquer si les deux éléments sont dans l'ordre ou pas. Parce que si on compare deux éléments et on sait si les deux éléments sont dans l'ordre ou pas, on sait trier automatiquement tout le tableau. Donc cette closure-là, on va la créer puisqu'on connaît la syntaxe. Donc les accolades, les parenthèses. Donc on a dit que c'était deux entiers, donc A de point int, B de point int, flèche, bool. Le mot-clé in, et ensuite je peux aller à la ligne. Et vous voyez que là, c'est exactement la syntaxe d'une closure qui prend en paramètre deux éléments, A et B des entiers, et qui renvoie un booléen. Et donc si je retourne true à chaque fois, ça veut dire que tous mes éléments seront toujours dans l'ordre. Donc au final, on ne va pas effectuer de changement puisque tous les éléments seront toujours dans l'ordre. Donc si je stocke ce tableau trié dans sorted numbers et que je print sorted numbers,
on va voir le résultat de tous mes tableaux triés selon cette méthode, c'est-à-dire selon la règle générale que tous les éléments sont toujours triés. Donc au final, aucun changement n'aura lieu et le tableau va rester tel quel. Donc on voit que là, le tableau a été modifié. Alors pourquoi? C'est parce que la méthode sorted va être appliquée en fait de manière un petit peu... Alors c'est pas aléatoire, il y a une méthode, mais on va pas rentrer dans les détails. Et cette méthode fait qu'il va d'abord rechercher le 21, puis le 5, puis le 2, puis le 3. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est pas que le tableau reste tel quel, mais c'est plus qu'on trie les éléments par ordre croissant ou décroissant. Donc on se dit par exemple que le A est supérieur à B, enfin qu'on retourne le résultat de A supérieur à B, comme ça on peut trier les éléments par ordre décroissant, par exemple. Et donc si je fais ça, eh bien il va me trier automatiquement mes éléments, le 21, le 5, le 3 et le 2. Puisque il va comparer le 21 au 5, et il se dit 21 est plus grand que 5, donc les deux éléments sont dans le même ordre. Ensuite il va comparer le 5 au 2, il va se dire les éléments sont dans le bon ordre, donc je les laisse comme ça. Ensuite le 3 au 2, enfin le 2 au 3 plutôt, il va se dire tiens, le 2 n'est pas supérieur au 3, il va les inverser, etc. etc. Si on veut les trier par ordre décroissant, chevron de l'autre côté, donc A inférieur à B, et donc là les éléments sont bien triés par ordre croissant. Je crois que j'ai dit décroissant juste avant. Donc ça, voilà, c'est une méthode qui nous permet tout simplement de trier mes éléments. Il y a d'autres méthodes de tri, on peut se dire par exemple qu'on peut trier des éléments des chaînes de caractères, et se dire que on va les trier par exemple, en premier, tous ceux qui ont une majuscule et ensuite tous ceux qui ont une minuscule. En premier, tous ceux qui ont un tiret et en deuxième, tous ceux qui n'ont pas de tiret, etc., etc. On peut les trier aussi par ordre de longueur. Tous les mots qui ont le plus de lettres sont en premier et ceux qui ont le moins de lettres en dernier. On peut vraiment choisir notre méthode de tri de manière très précise. Et donc c'est à ça que servent justement les complétions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi simplifier grandement des complétions. Alors, on va juste prendre un autre exemple avec des chaînes de caractères. Donc, names égale Quentin, Alice, hop, Jules, Nicolas, François, etc., etc. Ici, par exemple, je veux stocker sorted names et les trier de différentes manières. Donc je vais écrire names.sorted. Et ici, alors, on voit qu'il y a une méthode sorted qui ne prend aucun paramètre. Ça, c'est le tri classique. Donc là, a priori, il nous trie nos éléments par ordre alphabétique. A, F, J, N et Q. Mais moi, je peux aussi préciser que je veux trier mes éléments d'une certaine manière. Et c'est pour ça qu'on peut ajouter le paramètre by avec deux accolades. Donc ici, mes éléments, ce ne sont plus des entiers, ce sont des chaînes de caractères. On le voit hein, d'ailleurs, quand j'écris by, on voit que cette fois-ci, c'est une closure qui prend en paramètre non pas deux entiers, mais deux chaînes de caractères, parce qu'on va trier des chaînes de caractères. Donc A de point string, B de point string, et la flèche de retour booléen in. J'ai oublié mes accolades, ici, et ici. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir fournir une méthode de tri pour les chaînes de caractères. Donc on peut tout simplement se dire que if a.contains, par exemple, une certaine lettre, donc un U par exemple, alors dans ce cas-là, les éléments seront à retourner en premier. Donc return true. Sinon, on return false. En gros, on va mettre tous les éléments qui contiennent un U en premier. Pourquoi pas? Ça peut être une règle. Et donc si on fait ça, eh bien les éléments qui contiennent un U vont être retournés en premier. Donc je vais print sorted names. Hop.
Et là, on voit que j'ai Jules et Quentin qui sont en premier, et tous les éléments qui ne contiennent pas de U sont stockés plus tard. On peut aussi stocker, trier nos éléments par taille. On peut se dire que if a.count, donc c'est le nombre de lettres qu'il y a dans la chaîne de caractères, est supérieur à b.count, hop, on retourne vrai, sinon on retourne false. Et donc mes éléments seront triés par taille. On voit ici que j'ai les plus petits éléments, donc si je mets Ben par exemple, hop, j'ai Ben qui est en premier, Jules avec 5 lettres, Quentin 7, Nicolas 7 aussi, etc., etc. Alors, petite astuce, lorsque vous écrivez un if quelque chose, return true, else, return false, vous pouvez directement retourner le résultat de la condition. Tout ça, c'est pas nécessaire, et c'est un peu comme sortir un tractopelle pour attraper une mouche. On peut retourner directement le résultat. Donc ça, c'était pour un deuxième exemple de tri avec une closure. Là où je veux en venir, c'est que les closures sont aussi simplifiables et qu'on a extrêmement de raccourcis possibles qui permettent aussi de simplifier notre code. La première simplification possible, c'est par rapport au type. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que comme sorted prend en paramètre une closure qui elle-même prend 2 chaînes de caractères et qui renvoie un booléen. On sait, le Swift sait, il est intelligent et il sait que les 2 paramètres ici sont des chaînes de caractères. Donc je ne suis pas obligé de préciser que ce sont des chaînes de caractères. Ensuite, pareil pour le type de retour, on n'est pas obligé de préciser le type de retour, et donc le mot-clé in n'est pas non plus nécessaire. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut aussi omettre les 2 valeurs parce que on sait qu'on a 2 paramètres. J'ai que 2 paramètres possibles parce que sorted prend en paramètre une closure qui a 2 paramètres. Mais si j'ai plus les noms des paramètres, ici je suis obligé de les appeler autrement. Et pour les appeler autrement, on peut écrire $0 et $1. Le $0, ça veut dire le premier paramètre, $1, le deuxième paramètre, $2, le troisième paramètre, c'est comme dans un tableau, et je peux en avoir autant que je veux. Donc vous voyez que ça fonctionne toujours. Vous voyez que j'ai toujours le tri qui est appliqué. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une fonction, quand on a une seule ligne, une seule instruction, eh bien on n'est pas obligé de mettre le mot-clé return. Parce que le Swift sait que c'est forcément cette valeur-là, le résultat de cette valeur-là, qui va être retourné. Ensuite, on peut également le simplifier avec la suppression du paramètre by et de la parenthèse. Ça nous permet tout simplement d'écrire tout ça sur une seule et même ligne, puisque j'ai qu'un seul paramètre pour sorted. Sorted, c'est une méthode avec un seul paramètre, et donc j'ai le droit de mettre les accolades directement après l'appel de la méthode. Et donc ça permet comme ça d'avoir une syntaxe qui est relativement plus simple, à condition bien sûr de comprendre que $0 c'est le premier élément qu'on compare, et $1 c'est le deuxième élément qu'on vient comparer. Donc voilà pour l'utilisation des closures afin de trier des tableaux. Alors ça marche sur des tableaux, mais ça marche sur aussi toutes les autres collections. On va prendre un autre exemple. Alors, je vais supprimer tout ça. Encore une fois, n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez besoin de prendre plus de temps pour analyser le code qu'on a écrit, il y a un lien dans la description qui vous amènera vers l'article de blog dans lequel est détaillé toutes les étapes de ce tutoriel avec les blocs de code, etc. etc. Alors maintenant, on va utiliser les closures pour appliquer des filtres sur certains éléments. On va prendre un exemple. Supposons qu'on veuille afficher plusieurs recettes qui sont triées par recettes végétariennes par exemple. Donc on va déjà créer une structure. Donc struct, recette. Si jamais vous avez besoin de quelques petits rappels sur les structures, n'hésitez pas encore une fois à regarder dans la description. Vous avez un lien vers toute une playlist qui vous permettra de revoir les bases complètes du langage Swift, dont évidemment les structures. Donc je vais créer une propriété nom
qui est une chaîne de caractères, une propriété est végétarienne, qui est un booléen. Et je vais créer, on va dire, 4 recettes. Alors, 3 recettes, j'en ai préparé. Hop, je vais faire un copier-coller. Donc, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez, hop, non avec un N. Si vous voulez recréer exactement les mêmes recettes, hop, j'ai mis un S en trop. Voilà, donc j'ai créé 3 recettes, les lasagnes, salade grecque et curry de légumes, dont 2 seulement sont végétariennes. On va vouloir récupérer les recettes végétariennes. Donc let végétarienne égale. Maintenant, on va devoir appliquer un filtre sur les recettes. Donc recette.filter, ça c'est ce qui me permet de filtrer des éléments dans un tableau. Et on voit que ici, la proposition qui m'est faite, c'est filter qui prend en paramètre une closure qui elle-même prend en paramètre une recette et qui renvoie un booléen. Et en fait, on voit d'après le nom de ce paramètre que c'est une closure qui renvoie vrai si l'élément doit être contenu dans le tableau et faux si on doit virer l'élément, si on doit le sortir du tableau. Donc cette closure prend en paramètre une recette et renvoie un booléen. Ok, très bien. Je vais mettre mes 2 petites accolades comme toujours. On va à la ligne, c'est plus simple. Ici, on a dit que c'est une fonction qui prend en paramètre une recette. Donc c'est un objet de type recette. Flèche bool, parce que la closure renvoie un booléen. Et le petit mot-clé in qui va bien. Et donc cette fois-ci, on veut créer une closure qui renvoie vrai seulement si la recette est booléenne. Bon bah ça c'est assez simple. On peut retourner directement recette, point, et végétarienne. Parce que recette et végétarienne est égale à vrai seulement si la recette est végétarienne. Et donc ici, je peux faire un print des recettes végétariennes et on va voir que normalement, on va se retrouver uniquement avec la salade et le curry de légumes. Alors ici, je les ai affichés directement. On peut afficher chacune des noms des recettes. Donc on peut faire une boucle for. Donc for recette in végétarienne. Et on va afficher recette point nom. Encore une fois, si vous avez besoin de quelques petits rappels sur les boucles for, tout est dans la description. Hop, et on se retrouve bien avec la salade et le curry de légumes. Donc ça, c'est encore une fois une démonstration d'une utilisation des closures et on voit bien que c'est quand même mieux de passer directement le code à l'intérieur de filter plutôt que de créer une fonction et ensuite de la passer en paramètres. Surtout qu'on peut encore une fois simplifier cette syntaxe. Premièrement, on a dit que le mot-clé return n'était pas nécessaire. Ensuite, on a dit que les types n'étaient pas forcément nécessaires et que le mot-clé in non plus. Donc tout ça, je peux le supprimer. Et on peut aussi, comme on l'a dit, supprimer le nom du paramètre puisque on peut remplacer recette par $0 qui est le premier paramètre. Il n'y en a qu'un, c'est le premier. Et ensuite, on peut mettre tout ça sur une même ligne et supprimer les parenthèses puisque j'ai qu'un seul paramètre. Et donc, on se retrouve avec quand même une ligne qui est assez simple sur une seule ligne et compréhensible. Ici, on filtre les éléments à condition qu'elles soient végétariennes. Et bien sûr, on se retrouve avec le même résultat ici. Donc voilà, c'était un autre exemple d'utilisation des closures. Donc les closures, pour conclure, ce sont des blocs de code qu'on peut stocker, on a vu, dans une variable, qu'on peut transmettre à une fonction et exécuter plus tard. Et donc même si elles peuvent sembler un petit peu complexes au départ, surtout avec ces différentes syntaxes et cette simplification qui va à l'extrême, mais quand on comprend d'où elle vient et d'où le $0, $1, etc., ça devient plus facile d'utilisation et ça vous permet d'écrire du code qui est beaucoup plus compréhensible. Donc dans ce chapitre, si on résume, on a appris à créer des closures simples, des closures dans leur forme la plus complexe, des closures qui sont simplifiées avec cette syntaxe-là.
On y a aussi ajouté des paramètres et des types de retour. On les a utilisés dans des fonctions ou des méthodes, et on a vu comment les utiliser pour trier, filtrer ou encore mapper des tableaux. Donc les closures, c'est vraiment la base de beaucoup de notions en Swift. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre les closures. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.